Bonjour à tous, merci de tous nous avoir rejoints sur ce live, ce webinaire, donc consacré aux Actively Managed Certificates, qu'on appelle plus couramment les AMC. Ce webinaire est organisé par Vester, dont je fais partie, en collaboration avec deux de ses clients, Alphanote et ISP. Vester leur procure donc une plateforme d'automatisation du life cycle management des AMC et donc du calcul de la NAV par exemple, jusqu'au reporting pour leurs clients, en passant bien sûr par les rebalancing via nos connectivités au broker de la place. Voilà, donc on va passer ensemble un moment pour décoder ce véhicule d'investissement, comprendre sa valeur ajoutée, voir comment il évolue avec les nouvelles technologies, notamment la tokenisation et la digitalisation des process. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la barre de chat qui est en haut. Si vous ne la voyez pas, c'est que votre organisation ne le bloque en fait, donc pas d'inquiétude. Et voilà, on va essayer d'y répondre pendant le webinar, donc tout au long du cours du webinar pour le rendre un peu live. Voilà, je suis ravi donc d'être accompagné aujourd'hui de Maxime Caboche, que vous voyez à droite, qui est basé en Suisse, qui travaille chez ISP, et de Florent Rigaud d'Alphanote, qui est basé à New York. Ils sont aujourd'hui deux acteurs clés du marché des AMC. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tout de suite, je vous propose de vous présenter brièvement tous les deux, si vous le voulez bien. On commence par Très Maxime, bien, peut-être? merci Ouais. Simon. Allons-y. Merci Simon pour cette introduction. Donc Maxime Caboche, je travaille donc chez ISP, comme Simon l'a dit. On est une société qui offre des services de structuration d'AMC, entre autres, parce qu'on fait aussi pas mal d'autres choses. Historiquement, notre activité core, ça a été le brokerage de bonds, et on s'est développé dans d'autres segments d'activité ensuite, dont la structuration d'AMC. Voilà, je travaille chez ISP depuis 5 ans maintenant, et puis je couvre moi principalement des clients francophones, d'où ma présence aussi pour ce webinaire. Et chez ISP, on couvre sinon après plus globalement des clients dans toute l'Europe, le Middle East et l'Asie. Voilà, donc c'est à peu près tout. Super, merci Max. On se connaît maintenant, mais c'est toujours un plaisir, merci. Florent, peut-être tu peux nous dire un mot? Parfait, merci Simon. Bonjour à tous. Donc Florent Rigaud, je suis directeur des opérations à Alphanote. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à New York, entre autres 19 ans avec la Banque de New York, dans différentes positions, mais toujours supportant les clients institutionnels à travers le monde, avant de rejoindre le domaine des produits structurés en 2014. Alphanos est une société de titrisation irlandaise. Nous offrons des solutions pour transformer toute stratégie d'investissement en produits prêts à être commercialisés aux investisseurs institutionnels dans le monde. Voilà. Super, super. Écoute, merci Florent pour ton introduction. Merci à vous deux. Alors, donc, on passe dans le vif du sujet. Pour remettre un petit peu de contexte, donc on commence par la base, hein. Qu'est-ce qu'un AMC déjà? Je vais m'essayer à une petite définition, même si je suis plutôt côté tech. Un AMC aujourd'hui, c'est vulgairement un certificat structuré qui permet à un gérant de mettre en œuvre une stratégie d'investissement de façon souple et réactive. Concrètement, c'est un wrapper dans lequel le gérant peut acheter et vendre ses actifs sans avoir besoin de créer un fonds traditionnel. Florent, à ce propos, quand tu parles à un client qui connaît bien les fonds, par exemple, et les produits structurés, mais pas forcément les AMC, quelle analogie tu utilises, par exemple, pour expliquer cette solution? Alors, c'est une bonne question. Donc, je vais commencer par dire que les AMC et les produits structurés sont souvent regroupés, en fait, car ce sont tous des produits titrisés. Ils peuvent être codés en bourse, négociés comme n'importe quelle autre obligation, entre autres, ce qui les rend non seulement pratiques d'un point de vue opérationnel, mais cependant, leurs objectifs sont bien différents. Donc, je conseillerais à nos clients de considérer un AMC comme une enveloppe transparente, si tu veux, qui reflète la performance d'un portefeuille géré par un tiers. Le gestionnaire prend les décisions d'investissement et l'AMC est le produit qui traduit ça, toutes ces conditions sous une forme négociable et cotée. Les produits structurés, au contraire,
pour moi, implique des considérations juridiques et de structuration spécifiques à une transaction et à une classe d'actifs aussi. Donc, je dirais que ces instruments qui sont nés des marchés de capitaux sont plus adaptés aux expositions moins liquides, comme du crédit privé ou des actifs réels, par exemple. Euh, pour revenir à la notion d'analogie, à la question originale, je dirais que choisir une AMC revient à opter pour un costume standard, si tu veux, Hmm. conçu spécifiquement pour ton gestionnaire, tandis que choisir un produit structuré, ça demande une participation plus active à la conception. Et ce sont donc pour moi deux types de produits qui répondent à des besoins pour un public différent. Ok. Ok, merci Florent. C'est très clair. Non, en fait, ce que tu décris, c'est justement ce qui rend l'AMC si intéressant. C'est un peu un pont entre deux mondes, ce qui explique son succès sur ces dernières années. Euh, Par rapport à ça, Max, on dit souvent que les AMC peuvent être lancés en quelques semaines, c'est très rapide, hein. C'est d'ailleurs une des motivations premières, je crois. Quelles sont les étapes essentielles qui conditionnent cette rapidité de mise en place? Ouais, tout à fait, Simon. Alors en fait, c'est vraiment pas une légende quand on vend les AMC et qu'on dit que le time to market est excellent, surtout en perspective de ceux des fonds. Euh, c'est pas seulement un argument de vente, c'est une réalité. Un AMC peut être lancé en quelques semaines et même je dirais que si les process sont bien streamlinés chez le partenaire avec qui on travaille, ça peut être fait en quelques jours. Donc concrètement, la rapidité en fait de lancement, elle dépend principalement de deux choses, je dirais. Premièrement, c'est déjà de comprendre le besoin du client et ce qu'il a envie de traduire dans son produit. Donc, s'il a envie d'avoir un produit avec telle clause de liquidité, s'il veut investir dans tel sous-jacent, etc., ça, c'est bien de le comprendre dès le début parce que derrière, plus le dossier est compréhensible dès le début, plus derrière, on peut retravailler la data en interne et vraiment lancer les processus pour créer le produit le plus rapidement possible. Et puis la deuxième chose très importante, évidemment, c'est l'organisation interne, justement. Une fois qu'on a collecté les données sur le produit, sur ce que le client veut faire, il faut qu'on ait des processus fluides pour créer des SPV. On y reviendra, mais donc nous, on crée des SPV, des AMC hors bilan, donc on est obligé de créer des SPV pour les émettre. Il faut être également très bien streamliné avec les partenaires avec lesquels on travaille sur l'exécution, donc pour ouvrir des comptes de trading. Donc tout ça, ça demande une organisation interne qui doit être bonne. Et donc voilà, récemment, on a eu un record. On a lancé un produit en 4 jours ouvrés. Ah oui. Euh, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on avait reçu le dossier complet du client et toutes les informations dont on avait besoin, on a pu avoir l'AMC qui était prêt à être souscrit 4 jours après. Et ça, c'était un record. Donc voilà, c'est pas une légende. Le time to market est excellent, mais évidemment, ça demande d'être bien streamliné et de choisir le bon partenaire. Ouais, ok, 4 jours en effet, ouais, c'est impressionnant. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de rapidité, mais ouais, il y en a peu qui arrivent à ce niveau d'exécution. Euh, Florent, en termes de stratégie d'investissement, pour changer un peu, pour toi, quel type de stratégie l'AMC est-il le plus adapté par rapport à un fonds traditionnel ou une autre structurée? Oui, donc comme je l'ai expliqué, l'AMC, produits structurés et fonds sont des caractéristiques différentes qui correspondent à des besoins d'investissement différents. Mais pour moi, une AMC, c'est préférable si vous souhaitez une stratégie flexible, Mhm. gérée activement. C'est active management, gérer activement ces principes, Ok. où le gestionnaire donc, peut réagir aux fluctuations de marché. Et si vous n'avez pas vraiment besoin de protection de capital ni de coupon fixe, je pense que l'AMC, c'est le produit idéal. Par exemple, un AMC, c'est beaucoup plus rentable au niveau coût que lancer un fonds. C'est aussi généralement moins coûteux que lancer un produit structuré. Les AMC, comme on s'en devait en parler, Maxime, réduisent un peu la complexité opérationnelle et ça accélère donc la mise sur le marché, dont, entre autres les 4 jours impressionnants que Maxime vient de nous dire. Par contre, je dirais choisissez un produit structuré si vous préférez un produit dont le rendement est prévisible,
basée sur une formule spécifique, avec une durée d'investissement qui généralement est définie et Mhm. une structure un peu plus passive et prédéterminée. Ok, ok, c'est clair. Ouais, en fait, donc le fonds, c'est un peu devenu old school en Europe et l'AMC, c'est plutôt un format moderne et agile, quoi. Euh, Par rapport à cela, Maxime, comment tu perçois, toi, de ton côté, l'évolution des AMC aujourd'hui, notamment avec l'intégration des thématiques ESG, même si, bon, on n'en parle plus beaucoup en ce moment, mais probablement quand Trump sera, sera parti, elles leur deviendront. Des thématiques donc comme ça, ou des actifs privés, ou des solutions tokenisées, c'est quoi ton idée, toi? Ben, nous, on voit une demande croissante pour toutes ces thématiques-là. Alors, pas forcément ouais, sur l'ESG, comme tu disais, mais sur tout ce qui est actifs digitaux et actifs privés, ça, on a une demande qui est croissante. Quand on a lancé l'activité chez ISP, il y a à peu près 5 ans maintenant, on avait pratiquement uniquement de la demande sur des actifs traditionnels et on continuera à avoir de la demande sur ces actifs-là parce que ça reste quand même la majeure partie de ce que composent les portefeuilles des clients. Donc des AMC sur des portefeuilles d'actions, d'obligations, de produits structurés, d'ETF. Et ensuite, une fois, on va dire qu'on avait passé ce premier palier de produits classiques qu'on a lancés, on a eu des demandes sur des thématiques beaucoup plus, on va dire, originales ou de niche. Donc, ça a pu être du private equity en direct, des fonds de private equity, des fonds, des hedge funds, et aussi même des actifs réels comme des chevaux de course. On a fait un AMC sur des chevaux de course. Donc voilà, si ça parle à des investisseurs et qui veulent investir dans des chevaux de course, mais ne pas avoir toute la lourdeur administrative qu'est d'acheter un cheval, de l'entraîner, de trouver des partenaires pour voilà, le faire évoluer, bah, il peut simplement acheter l'AMC et déléguer cet aspect-là à un partenaire et à un advisor, on va dire, qui est compétent pour ça. Donc voilà, le marché, il a évolué et je dirais que maintenant, notre mix de produits, il est à peu près, il est quand même plus axé sur les thématiques traditionnelles et je pense que ça restera quoi qu'il arrive toujours le cas, mais dans le mix de produits, on a de plus en plus de demandes sur tout ce qui est actifs alternatifs et actifs digitaux. Et ça, pour le coup, les actifs digitaux, je pense que vraiment, c'est ce qui va gagner une part croissante d'intérêt auprès des clients. Ouais. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est fascinant hein, sur les chevaux de course. Je connaissais ce produit, hein, on l'avait avec vous depuis un temps et on en parle un peu. Non, c'est assez. Les tableaux d'art, les voitures. Mhm. C'est Ouais, ça que c'est. exactement, ouais. Ouais. Ah, Les toi, bouteilles t'en de as fait. vin aussi, ouais. En Afrique du Sud, ils parlent de ça aussi, je crois savoir. Ouais. Florent, toi, qu'est-ce qui t'a poussé? C'était quoi tes motivations à la base pour proposer l'émission d'AMC? Je sais qu'aux US, c'est quand même pas ce qui est demandé en premier point. Quel besoin client en fait tu souhaitais adresser en priorité à l'époque? En fait, c'est très simple. Quand on a lancé Alphanote en 2018, hein, euh, la motivation derrière, c'est né vraiment des besoins que nos connaissances, nos clients, les gestionnaires d'actifs, les conseillers en gestion de patrimoine avaient. Ils recherchaient des solutions beaucoup plus faciles, agiles, transparentes pour commercialiser leur stratégie. À cette époque-là, ils n'avaient qu'un choix, c'était les fonds, généralement des fonds luxembourgeois, qui étaient très lourds à mettre en place. Il y avait un coût significant. Et donc, quand on arrivait avec un produit comme un AMC, ils nous ont dit, bon, où étiez-vous? On a besoin de ce produit. C'est exactement ce que l'on recherche afin de donner notre stratégie à nos clients dans une forme titrisée, en fait. Voilà. Donc, notre objectif, c'était vraiment de simplifier Ouais, ce passage en fait d'une stratégie à la distribution. ouais, Et c'est comme ça qu'on a commencé, principalement à cette époque-là en Amérique latine. ouais. D'Amérique latine, on a grossi après en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Mais c'était répondre à la demande de nos clients qui faisaient des fonds et voulaient chercher quelque chose d'autre. Ok, ok. Je veux voir pardon, il y a une question qui vient de passer, qui est intéressante. Je vous la lis, vous choisissez, les amis, si vous voulez répondre. Donc la question c'est, avez-vous des AMC sans risque émetteur? Je peux y répondre moi-même, si, mais et peut-on avoir du levier sur des AMC? Florent, Max,
Si tu veux, moi je vais juste Vas-y, parler Florent. le Ouais. risque. On va parler des risques un petit peu. Je crois que le risque existe toujours. Il y a toujours un risque, Mhm. qu'il soit un risque à un émetteur, un risque de stratégie, un risque de portefeuille. Il y a toujours un risque dans n'importe quelle structure, hein. Donc ça, on va en parler, je pense, un peu plus tard, hein. Leverage, bon, je pense que Maxime, c'est peut-être un peu plus pour toi. Réalité, oui, il peut y avoir du leverage de mon côté, mais je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, alors nous, levier sur des AMC sur fond. Nous, donc, pour répondre à la partie sans risque émetteur, on fait que ça. Nous, on fait que des AMC sans risque émetteur. Donc, en fait, pour chaque AMC qu'on va créer, on crée un SPV ségrégué. Et donc, ça fait en sorte que tous les AMC qu'on émet soient dans un seul et même bilan. Et donc, que seuls les actifs soient dans ce bilan-là. Seuls les actifs de l'AMC soient dans ce bilan et donc il n'y a pas de risque émetteur comme les AMC traditionnels que peuvent Ouais. émettre les C'est banques. c'est ce Et sur la partie... Ouais, vas-y Ouais, Simon. j'allais dire, c'est ce qui fait la différence entre un off-balance sheet émetteur comme toi versus un on-balance sheet qui est une banque en fait. Bah, Exactement, ouais. là, mais c'est un petit peu, enfin, je ne sais pas si je suis 100% d'accord avec ça, dans le sens où oui, il y a plus ce risque bancaire qui existait au départ avec les AMC quand les banques créaient ça sur leur compte propre. Mais avoir une SPV, bon, nous avons des SPV aussi en Irlande. Un SPV, il y a besoin d'un émetteur, d'accord, c'est ségrégué, mais il existe quand même, il y a ce risque de portfolio manager. Il y a des risques qui existent toujours, qui sont minimisés, je suis d'accord, mais il y a toujours des risques qui existent, même si tu crées des comptes ségrégés. Donc, tu n'as pas le risque des De autres crédit. AMC contre toi, Ouais, Et pas mais il y a le... toujours des Ouais, risques qui exactement, existent, ouais. quoi. Ouais. ok. Oui, quoi qu'il arrive, les risques, ils existent toujours. Et d'ailleurs, enfin, dans les documentations légales qu'on crée dans la term sheet d'un produit, il y a toujours marqué qu'il y a forcément pas mal de risques associés au produit. Mais par contre, le risque émetteur, il est limité. Et si, par exemple, on avait fait un AMC avec Crédit Suisse, et quand il y avait toute la situation autour de Crédit Suisse, les tourments que Crédit Suisse avait, on n'était pas forcément inquiet si on avait fait un AMC hors bilan parce que voilà, c'est indépendant d'une banque. Alors que si on avait fait un AMC avec Crédit Suisse, je pense que voilà, on dormait peut-être pas sereinement les derniers mois avant le Ouais, bailout quoi, de Crédit Suisse. ouais, c'est pas faux, ça c'est clair. Et pour la partie levier, Mhm. et Thierry a précisé levier pour des AMC sur fond. Donc nous, en fait, ISP, pour chaque AMC qu'on crée, on est le paying agent et donc on ouvre aussi des comptes, un compte pour le SPV de custody. Mais comme on n'est pas une banque, on ne peut pas nous offrir du levier. Donc si vous voulez traiter des fonds dans un AMC, mais les déposer chez ISP, on ne pourra pas offrir de levier dessus, on ne pourra pas offrir de LTV. Mais par contre, on travaille comme on travaille en architecture ouverte, on bosse avec pas mal de partenaires qui sont des banques régulées et qui, elles, peuvent offrir du levier sur des fonds ou sur d'autres actifs. Donc pour ça, pour le levier, on arrive à trouver des solutions via notre setup en architecture ouverte. Ok, merci. Merci, messieurs, pour la réponse. J'espère qu'elle a été répondue, satisfaite. Euh, en revenant sur la tokenisation, Max, est-ce que c'est un sujet chez ISP d'émettre des AMC sous forme tokenisée maintenant ou dans un futur proche, peut-être via une blockchain? Totalement. Ça, c'est une thématique sur laquelle on s'est penché déjà depuis un petit temps, sur laquelle on travaille toujours. C'est pas évident à mettre en place parce que voilà, c'est une innovation qui serait quand même majeure dans le marché. Mais en gros, pour expliquer, un AMC tokenisé, ce que ça permettrait vraiment de faire, ça permettrait pour un investisseur qui veut investir que via de l'USDC, de l'USDT, du Bitcoin, de pouvoir souscrire à l'AMC sans devoir passer par une monnaie fiat et de pouvoir avoir en custody directement auprès de son wallet privé ou auprès d'un échange crypto l'AMC sous format tokenisé. Donc ça, je pense que c'est vraiment une révolution qu'il pourrait y avoir dans le marché. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement set-up pour faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est accepter déjà des souscriptions en crypto.
ou en actifs digitaux, mais après, on est obligé de livrer l'AMC sous son format traditionnel. Et du coup, la principale barrière, c'est que c'est très rare les contreparties qui peuvent assumer les deux pattes, la patte crypto et la patte traditionnelle. Il y a Swissquote, par exemple, qui peut le faire, mais si tu as des cryptos chez Kraken, l'AMC, tu ne pourras pas le livrer chez Kraken parce qu'eux, ils n'ont aucune connaissance du produit et je pense qu'ils ne veulent même pas avoir en custody chez eux un AMC, quoi. Alors que, donc voilà, une fois que on arrivera à tokeniser un AMC, je pense qu'on pourra aller explorer à nouveau un nouveau segment de marché et qui sera très, très intéressant, très innovant. Ouais. Ouais, ok, super. Donc, ouais, ok, merci, c'est très intéressant. Florent, du coup, si tu devais réinventer, toi, le concept d'AMC pour les 10 prochaines années, comment tu verrais le truc? Quelles fonctionnalités ou standards tu souhaiterais voir apparaître, par exemple, sur la transparence, la liquidité? Je vois qu'il y a trois domaines en particulier où je pense l'industrie doit évoluer. Le premier étant le marché secondaire. Au niveau du marché secondaire, pour moi, ça reste encore peu développé, c'est toujours fragmenté, ça manque de standardisation, ce qui freine un peu l'expansion du marché secondaire. Euh, le deuxième aspect serait au niveau réglementation. Euh, ok, moi, je vois ça des États-Unis, hein, comme tu l'as expliqué, mais ce que je Ouais, vois, c'est que les obligations de déclaration financière, tout ce qui est disclosure au niveau des AMC, varient encore selon les juridictions. Donc, que tu sois en Suisse, au Luxembourg, au Guernsey, en Irlande, entre autres, les règles sont différentes, entre autres. Donc, avoir un peu plus d'homogénéité de ce côté-là en matière de reporting et de protection des investisseurs, ça serait un plus. Et je pense qu'on va là de toute façon. C'est une logique. Euh, et dernière chose que j'aimerais voir évoluer serait tout ce qui est infrastructure de reporting et de transparence. Donc, des infrastructures un peu plus robustes, des systèmes plus performants pour le reporting, la distribution, encore la liquidité et tout ce qui est harmonisation de la réglementation. Donc, et je pense que c'est ce que les investisseurs professionnels veulent aujourd'hui. Ils veulent beaucoup plus de transparence, ils veulent des indicateurs de risque, des performances continues et une intégration beaucoup plus fluide aussi des dépositaires. ok. On a pas mal de questions de temps en temps. Est-ce que c'est facile pour un client en Europe, au Moyen-Orient ou en Amérique latine d'acheter une AMC dans leur custodian à Morgan Stanley ou autre? Donc, travailler sur cette homogénéité, je pense, est nécessaire pour faire évoluer le marché. Ok, ok, c'est clair, merci. Merci pour ton retour sur ça. D'ailleurs, à ce propos, du coup, Max, de ton côté à ISP, votre activité d'émission d'AMC, elle a évolué ces dernières années en termes de volume, j'imagine, en termes de type d'investisseurs et stratégie proposée. Tu vois ça comment, toi, de ton côté? Comme je disais auparavant, on a un mix quand même qui est de plus en plus important entre les types de stratégies. Avant, on faisait vraiment que des AMC sur des stratégies listées, enfin sur actifs listés. Maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'originalité et dans ce qu'on peut faire. Donc ça, pour ça, ça a évolué. Je dirais qu'il y a aussi parce qu'on parle souvent des AMC et l'AMC, disons que c'est le terme générique pour parler des certificats hors bilan qu'on peut structurer, mais en fait, nous, on peut structurer également des CLN, des Credit Link Notes, qu'on Ouais, va appeler, enfin, qu'on va regrouper aussi dans la catégorie AMC parce que c'est un produit titrisé. Et ça, en fait, les CLN, c'est aussi une thématique et un produit sur lequel on voit de plus en plus de demandes. Et ça, je pense que peu importe en fait la configuration de marché, il y aura toujours de la demande parce que le but d'une CLN, c'est de financer une entreprise via un loan privé, quoi. Mais au lieu de faire des loan agreements entre chaque investisseur et une société privée, on peut le faire plus facilement via une CLN et tout regrouper. On fait souscrire
des investisseurs à la CLN et le SPV qui émet la CLN signe un seul loan agreement avec une société, avec un borrower et puis c'est tout. Et ça, peu importe les configurations de marché, il y aura toujours des sociétés qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas passer par le circuit bancaire traditionnel pour se financer. Et il y aura aussi toujours des investisseurs qui seront friands d'avoir des produits qui offrent un rendement supérieur à ce que peuvent offrir des obligations classiques. Et donc, voilà, la CLN, je pense que c'est aussi un produit qu'on voit de plus en plus et qui va continuer à rester dans le mix de produits qu'on traite et qu'on structure. Donc voilà, ça c'est une évolution assez marquée du marché. Et puis sinon, voilà, comme je disais, un mix diversifié entre les produits listés et les produits non bankable, comme on les appelle. Ok, merci. Non, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur la plateforme de notre côté, et donc à travers toi et d'autres clients, évidemment, c'est des produits qu'on voit de plus en plus. Les CLN, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Florent, tout à l'heure, on a parlé rapidement de tes motivations pour entrer dans le business de la titrisation. Euh, sur les AMC spécifiquement, cette fois-ci, quel besoin, quel problème, tu vois, tu cherchais à répondre, à résoudre plutôt pour tes clients en adoptant ce type de produit, les AMC en particulier? Oh, oui, enfin, un peu comme je dis, hein, au départ, c'était vraiment très simple. C'était des clients qui cherchaient un produit beaucoup plus rapide. Ils ne voulaient pas passer 6 mois à créer un fonds. Ils voulaient créer une AMC en 4-6 semaines. Cette flexibilité, cette réduction de coûts, pour nous, c'est ce qui a lancé notre business, Ok. offrant une solution différente pour créer quelque chose qui ressemble à un fonds, qui n'est pas un fonds, mais qui a toutes les atouts du fond, si tu veux. Ouais, ok, clair, merci. Euh, Max, pour continuer un peu sur la vente, quelles sont les principales considérations que tu dois avoir quand tu discutes avec un gérant qui veut créer un AMC ou un produit, pour déterminer si une stratégie doit être mise en œuvre via un AMC, via un fonds, via autre chose? Euh, pour ça, je pense que je distinguerais deux segments de marché sur lesquels on intervient. Donc déjà, parlons de l'Europe, Suisse compris. Donc avec les gérants avec qui on travaille en Europe, je pense qu'il y a vraiment plus tellement de débat en fait entre le fonds et l'AMC. En fait, les gérants en Europe, quand on discute avec eux, c'est soit ils mettent en place leur allocation directement via leur dépositaire, donc une allocation directe, soit ils mettent en place un AMC bancaire ou off-balance sheet. Mais il y a vraiment plus beaucoup de gérants, en tout cas nous avec les discussions qu'on a, qui se posent encore la question, est-ce que je vais mettre en place un fonds ou est-ce que je vais mettre en place un AMC? Non, maintenant c'est plus, est-ce que j'investis en direct ou est-ce que je structure la chose sous format AMC? Maintenant, on a une vendeuse aussi qui est en Asie, qui, elle, pour le coup, a plus, on va dire que la concurrence, elle est un peu plus importante entre les fonds et les AMC. Pourquoi? Parce que les AMC, ça reste quand même assez méconnu en Asie. Il y a quelques banques qui sont entrées dans le marché, mais ça reste des produits qui sont assez early stage. Et pour le coup, le marché hongkongais, enfin le marché asiatique, a été très habitué aux fonds Caïman. Et donc quand cette personne, notre équipe, elle parle avec des prospects ou ses clients, il y a toujours voilà, cette considération, est-ce que je dois lancer un fonds Caïman ou est-ce que je dois lancer un AMC? Et pour ça, les principaux arguments qu'elle utilise pour faire pencher la balance, c'est des coûts plus faibles, parce qu'un AMC, ça va toujours être moins cher qu'un fonds Caïman. C'est un meilleur time to market, parce que comme je disais au début, aujourd'hui, on peut lancer en quelques jours un AMC, alors qu'un fonds Caïman, même si ça reste une juridiction souple, il y aura toujours des considérations qui font que ça prendra plus de temps. Et aussi au niveau de la souscription, c'est beaucoup plus simple de souscrire à un AMC, ça se fait électroniquement via des systèmes de clearing, alors qu'un fonds Caïman, ça reste un processus à la mano, il faut remplir des bulletins de souscription et ça, pour un gérant, mine de rien, c'est encore de la paperasse et de l'opérationnel à gérer. Donc voilà, je dirais que la concurrence, elle est de plus en plus faible avec le monde des fonds traditionnels.
et la concurrence, elle est avec les AMC émis par les banques, mais plus avec les fonds. Non. Ouais, ok, d'accord. Donc ça va dépendre plus de la juridiction quand tu vas traiter ce genre de questions. Ok. Ouais. Si je peux rajouter là-dessus, si tu veux bien, Simon, Je t'en prie. pour nous, la question de fond, et notamment de fond Kamienna, est très intéressante, parce que c'est des discussions que l'on a continuellement en Europe ou en Asie, entre autres de nos clients qui ont ces fonds déjà créés, mais qui, pour une raison ou une autre, que ce soit une question de localisation, Caïman, qui ne peuvent pas offrir leur stratégie, disons, à une clientèle privée. Donc, nous, on fait énormément de ce que j'appelle de feeder fund structure, donc des AMC qui s'inscrivent dans les fonds, mais tu n'achètes plus un fonds Caymanais, tu achètes une AMC, mais tu as toute l'exposure, toute la stratégie du fonds. Et donc, c'est là où je vois un avantage énorme pour l'AMC, parce que je suis d'accord avec Maxime, créer un fonds aujourd'hui, à moins que tu aies 100 millions à investir dès le départ, je ne vois pas vraiment la raison pour le faire. Mais par contre, quand tu as déjà des fonds créés, que ce soit les fonds luxembourgeois, Caymanais ou autres, hein, créer une AMC de ce fonds, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qui ne coûte quasiment rien. Et maintenant, tu peux offrir ta stratégie à toute une nouvelle clientèle mondiale que tu n'avais peut-être pas au départ accès. Ouais, en fait, tu répliquerais la performance du fonds via un AMC. Ouais, c'est Voilà. ouais, Voilà. Delta One. Delta, ouais. Euh, Continuons avec toi, Florent. Tout à l'heure, tu as expliqué, on a expliqué vite fait avec la question de notre ami sur le chat sur le risque de contrepartie. Bon, évidemment, ils en comportent. Toi, comment tu expliques ces risques-là à tes clients? Comment tu les atténues? Alors, généralement, je dirais que quand un client vient nous voir, généralement, ils ont non seulement la stratégie, mais ils ont aussi les investisseurs. Donc, les investisseurs connaissent la stratégie et sont déjà au courant des risques sous-jacents. D'accord? Cela dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand tu achètes une AMC, bon, tu n'as peut-être pas ce risque de crédit bancaire qui n'est plus là, mais il y a d'autres risques qui existent, les risques de la stratégie, les risques du portfolio manager, du gestionnaire, de l'agent arrangeur, donc tous ces risques qui peuvent être minimisés, entre autres. Donc, par exemple, nous, quand on lance une AMC donc avec une stratégie liquide, on demande non seulement que le gestionnaire ait une expérience, mais aussi qu'il soit régulé. On ne fait absolument pas de produits structurés AMC s'il n'y a pas cette connotation de régulation au niveau du portfolio manager. Euh, on- Quand on touche à certains produits un petit peu plus complexes, entre autres, on fait pas mal d'immobilier, nous, en titrisation. Généralement, on va un peu plus loin au niveau légal, c'est-à-dire qu'on va demander à avoir des avis juridiques au niveau du taxe, au niveau de la structuration, qui vont donner encore plus de confort, si tu veux, à la structure que nous mettons en place. Euh, Autrement, oui, c'est aussi une question de partenaires avec qui tu travailles. Pour nous, dès le départ, on a toujours dit on ne veut travailler qu'avec des prestataires de services réputables. C'est pourquoi on a choisi la Banque de New York, Westone, des gens qui ont des grosses balance sheets, qui font ce métier, ce sont leurs métiers. Bon, ça ne veut pas dire qu'une banque de New York ne peut pas avoir un problème. On a vu ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, mais le risque que tu as de la Banque de New York est beaucoup moindre que si tu avais un autre prestataire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Ouais, merci, en effet, ouais, tu as très bien répondu. À ce propos, du coup, Max, ISP, émetteur off balance sheet, euh, quelles innovations vous sont rendues possibles en termes de structuration ou de choix d'actifs? Nous, en fait, le off-balance sheet, ça nous permet d'abord d'offrir des AMC sur toute classe d'actifs, parce que je pense que des banques traditionnelles, quand elles émettent l'AMC depuis leur bilan, elles sont peut-être pas très friandes d'avoir des actifs qui sont un peu plus illiquides dans leur bilan ou de la crypto, des choses comme ça. Donc, le fait d'émettre
hors bilan, off balance sheet, c'est, je pense, idéal pour pouvoir offrir des AMC sur toute classe d'actifs. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça nous permet de travailler en architecture ouverte au niveau de l'exécution. Donc, comme on va avoir un SPV qui va être créé pour émettre l'AMC, on va pouvoir ouvrir un compte bancaire pour ce SPV. Alors, on travaille avec des partenaires, une quarantaine de partenaires avec lesquels on peut ouvrir des comptes de brokerage et de custody. Donc, on va de préférence choisir quelqu'un dans cette liste, une banque, une institution dans cette liste pour ouvrir un compte pour un SPV hors bilan. Mais même si après, on a un gérant qui nous dit je veux travailler avec telle banque ou avec tel broker, on peut faire l'onboarding, on peut faire toute la due diligence pour travailler avec cette contrepartie-là. Et ça, c'est quelque chose qui ne serait pas possible si le SPV était émis depuis notre bilan ou Ouais. si il est émis depuis le bilan d'une banque. Donc, je pense que c'est les deux principales innovations et valeurs ajoutées que le off-balance sheet permet de faire, toutes les classes d'actifs et l'architecture ouverte. Ok, non, c'est très clair, ça permet d'étendre un peu plus l'offre des services. Euh, Par rapport à cela, Florent, parlons côté un petit peu plus tech cette fois-ci, puisque ça nous concerne aussi. De ton côté, quels outils technologiques vous permettent chez Alphanote aujourd'hui d'optimiser la conception, le suivi, le reporting des AMC? Euh, donc, quand je regarde un petit peu ce que l'on a fait durant ces 8 dernières années, Alphanote, c'est avant tout une société de services financiers. Mais quand on regarde la croissance, euh, on devient de plus en plus lié à la fintech. Ok. Ouais, C'est pourquoi on a intégré énormément de technologies, surtout ces dernières années, à nos opérations quotidiennes. Mais aussi, on a investi pas mal dans tout ce qui est la personnalisation des technologies. Donc, je vais donner quelques exemples, si tu veux, pour expliquer un peu ça. On va commencer par très simple. On utilise une plateforme, je peux vous dire le nom, ça s'appelle Wrike, W-R-I-K-E, entre autres, qui nous permet de faire tout ce qui est project management. Donc, ça nous permet de suivre l'avancement des émissions, de vérifier la fluidité, si tu veux, de la collaboration au sein de notre équipe. Donc, c'est important. Nous, on ne peut pas les mettre dans 4 jours. Donc, ça, on ne peut pas. Mais par contre, généralement, on dit 3 semaines. C'est quelque chose de faisable. Mais il y a énormément d'étapes qui doivent être mises en place pour arriver là. Et donc, cette plateforme nous permet justement de faire ce suivi de A jusqu'à Z afin de pouvoir émettre dans les périodes. On est tombé d'accord. Euh, la deuxième, je dirais le plus gros pôle technologique, le deuxième, c'est Salesforce. Maintenant, tout le monde connaît Salesforce comme un CRM. ouais, Mais nous, on a fait énormément de customisation sur Salesforce, entre autres avec une campagne qui s'appelle Kanga. ok, Et maintenant, Salesforce est devenu vraiment un ok, dépôt de données, un dépôt de documents. C'est-à-dire que toute la documentation, ou une grande partie de nos documentations, est créée automatiquement dans Salesforce. Donc, il n'y a plus à passer des heures et des heures à créer des contrats. On peut créer un contrat en littéralement 5 minutes en appuyant sur un bouton, du moment que l'information est dans la plateforme. Donc ça, ok. c'est quelque chose qu'on a développé, et c'était créé juste pour nous, et c'est donc ça devient comment dire, notre propriété intellectuelle, si tu veux, entre autres. Ouais, Et pour terminer, évidemment, avec la croissance, avec le nombre qui augmente d'émissions et de volume, ouais, nos investisseurs ne veulent pas une gestion manuelle de la NAV, de la valeur liquidative. C'est devenu un risque opérationnel, donc on a besoin d'automatiser tout ça, d'où la relation stratégique que l'on a avec Vester, afin de nous aider à transformer un procédé qui était manuel et maintenant c'est devenu automatisé, auditable aussi et en temps réel. Et nos clients ont accès à tout ce qui est reporting, valorisation et on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Eh ben écoute, merci de nous mettre dans ta réponse. On a une autre question et il nous reste un peu moins de 3 minutes, donc on va essayer d'y répondre rapidement et peut-être conclure. On a une question sur les coûts des AMC off balance sheet. Est-ce plus cher qu'un SPV bancaire?
Si je peux répondre à celle-là, enfin donner des éléments de réponse, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut, enfin de ce que l'AMC, de la stratégie de l'AMC. Si on parle d'un AMC sur actifs traditionnels, oui, ça va être comparable à un AMC bancaire, et je dirais même que ça va être plus intéressant sur tout ce qui est exécution. Typiquement, nous, pour les AMC sur actifs traditionnels, on travaille beaucoup avec Interactive Brokers et qui offrent voilà, des tarifs très très compétitifs pour l'exécution, alors que quand on traite avec une banque, la plupart du temps, on va payer des frais d'exécution qui sont plus élevés. Donc voilà, je dirais qu'en termes de frais running, ça sera équivalent, et en termes de frais d'exécution, on sera better off d'avoir l'AMC off balance sheet que l'AMC bancaire. Merci Max. Tu veux rajouter quelque chose, Florent, ou c'était plutôt clair? Non, c'est très clair, je suis d'accord. Et c'est vrai que du moment que tu as un produit liquide standard, tout le monde est à peu près au même niveau. C'est une question de customisation et ce que tu recherches par derrière, quoi. Super. Écoutez, je pense que on n'aura pas assez de temps pour faire une grosse réponse si je pose une autre question. Je vous propose d'en rester là pour ce webinaire. Merci beaucoup à tous les deux. Juste pour conclure, donc on a parlé ici flexibilité, innovation, de la manière dont les AMC deviennent un outil de plus en plus stratégique pour les gérants d'actifs et leurs émetteurs. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de questions. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, l'automatisation, au bout d'un certain temps, via nous, Vester en particulier, est devenu vital pour nos amis émetteurs, mais aussi pour nos amis gérants qui en bénéficient indirectement dans leurs services et au end client. Et donc, c'était un vrai plaisir de vous avoir encore une fois tous les deux. Merci aux auditeurs et je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention. Merci à tous. Merci Simon, merci Florent, Salut merci à Max, tous. merci.